on se rend compte que c'est une lutte, mais depuis qu'on existe. Et cette lutte peut se décliner. Moi, je déclinerai cette lutte que j'ai pu observer en ces termes. Par exemple, il y a une bataille, il y a des conflits, il y a des querelles, il y a une rivalité, il y a un combat tous les jours, une bagarre, des disputes, une attaque, et on est tiraillé. Mais on se rend compte que, je finis, on se rend compte que, mais toute cette lutte, on se dit, mais les gens doivent être là, fatigués, épuisés, ils n'en peuvent plus, ils ne peuvent rien faire. Quand on entend ceci, on se dit, mais non, quand on arrive là-bas, ce qu'on voit réellement, c'est qu'on voit qu'il y a une vie. On voit des gens qui n'ont pas réellement une allure déprimée ou fatiguée, ou des enfants, ils n'ont pas... On s'attend à ce que la majorité des gens aient une allure miséreuse, etc. On voit des gens bien portants, qui marchent vite, qui se défendent, et on sait que c'est une lutte constante. Mais essaye d'apporter un plus encore. Quelle est la forme, le sens, la finalité de cette lutte? Avant d'arriver, oui, Roger, je comprends bien cette question, puisqu'on est un peu pressé par le temps aussi, mais avant de bondir à cette conclusion, on va y arriver ensemble. Et je vous propose d'y arriver ensemble avec les questions. Par exemple, je dis que c'est une lutte générale. Mais quand on arrive en Haïti en général, on a tous tendance à rester avec les nôtres, nos amis, etc. Mais on ne prend pas souvent le temps d'observer, de regarder, etc. Et moi, je pense que c'était l'apport de cette mission. Donc, même si je ne parlerai pas en détail de la mission, mais cette mission m'a permis pas seulement de rester dans des zones ou des situations que je connais déjà, mais c'est d'observer et d'être en contact avec un peu tout le monde, et d'être en contact avec le pays. Par exemple, quand je dis une lutte générale, on a une lutte surtout. On lutte pour vivre. On lutte pour apprendre. Quand je dis apprendre, c'est l'éducation à tous les niveaux. Et je vais particulièrement m'attarder sur cet aspect qui est apprendre et l'éducation. On lutte pour travailler. Et on lutte même dans le parler, la langue. À savoir, Haïti, c'est un pays, on va dire jusqu'à présent, francophone. Et on sait qu'à la tête de la francophonie, on a Michaël Jean. Avant, on avait aujourd'hui, on ne sait plus. On a le créole et on a un peu l'anglais. Et le français, on ne sait pas où il est. Et ça, je trouve que c'est une lutte. On lutte pour savoir quelle place donner au créole. Et encore une fois, ce sont mes impressions. On a l'impression que le créole, maintenant, prend toute la place, ce qui rend l'apprentissage d'autant plus difficile pour certains enfants, qui malgré tout, quoi qu'on fasse, à un moment, ils apprennent en français. Et là, ils arrivent, cette lutte qu'on avait, qui était une lutte de classe, où le bien parler, quand on parlait français, on était de telle classe, où on avait fait telle classe, quand on parlait que le créole, c'est qu'on n'avait pas atteint le niveau, par exemple, la philo ou le terminal. Aujourd'hui, qu'on soit universitaire, je vois des personnes, des enseignants ou des étudiants qui n'arrivent pas à faire une phrase correcte. Et on se dit, et ces gens, ils luttent. Et j'ai pu observer à l'Institut français, avant, les gens allaient à l'Institut français pour profiter de toute la culture française, etc. Aujourd'hui, en visitant l'Institut français, on a eu cet échange avec le directeur, il y a plus de 7000 étudiants et il y en a plus qu'on ne peut pas accepter. À tous les niveaux, des étudiants,
des gens, d'autres lycéens, etc., qui viennent, encore une fois, quand je dis que c'est une lutte, de bonne foi, d'eux-mêmes, ils ne sont pas obligés, ils viennent apprendre le français, alors qu'ils sont en classe de terminale. Alors qu'autrefois, on savait que des gens qui avaient, par exemple, si je vois des personnes d'avant, les grands-parents, etc., qui avaient un niveau bien plus faible, mais ça, on a toujours tendance à le dire, etc., que avant, c'était mieux. Mais on se dit, je ne pense pas qu'il y ait un bien ou un mal. Je fais un constat. Et c'est pour ça que l'autre fois, j'avais souligné que j'aurais pu emprunter le titre de Kearns Fleurimont, un état des lieux, puisque je ne fais qu'observer, que les gens luttent pour parler. Les gens luttent. Et avant, on savait, on connaissait certains codes, etc. Maintenant, on a l'impression que les codes ne sont plus accessibles. Par exemple, quand tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut aller vers une conclusion? En parlant de cette langue-là, je vais vers une conclusion. Un jeune homme que je connais bien, puisque je l'ai toujours connu, 32 ans. Il a fait des études, il est fier de dire qu'il a fait les sciences économiques, et en effet, il a une licence en sciences économiques, et là, il est en Master 1, à distance avec l'université Lyon 1 qui donne un diplôme délocalisé. Ce jeune homme a passé 4 entretiens dans des banques, dans des endroits où il a été pistonné, mais il ne peut pas travailler parce que les gens viennent accabler en disant « mais je suis désolé, on ne peut pas prendre ce jeune homme ». Il ne peut pas dire une phrase correcte en français. Et ça, je trouve que cette lutte qu'on voit cet étudiant qui arrive à décrocher sur le papier, il est cohérent, il parle bien sur le papier, il écrit bien, mais il n'arrive pas à s'exprimer. Si je vous comprends bien, Gracieuse, c'est-à-dire que la place que prend actuellement le créole dans le milieu social n'est pas tout à fait une bonne chose, si je ne maîtrise si je comprends. Oui, c'est-à-dire, je reviens, parce que je ne veux pas dire bonne ou mauvaise, et c'est pour ça que je parle de lutte. Et quand on est dans une lutte, il y a toujours un moment de frottement, un moment de... Il y a une sorte... Et quand on lutte, il y a une sorte tension. Une sorte de tension. Donc maintenant, il y a réellement cette tension, où on a même des personnes qui parlent créole à la télévision. On sait que ces personnes-là ne parlent... Les mots sont créoles. On sent que c'est du créole. Mais on sent que derrière ça, ce sont des gens qui peuvent aussi bien dire ce qu'ils disent en créole qu'en français. Et là, on sait que c'est un autre créole. Et on entend la personne parler. Par exemple, ce que j'adorais écouter, c'est ces femmes-là qui commentent les matchs de football, etc. Mais dans un langage clair, précis. Les passer ballon, bailletel, avec une certaine détermination. Où est que l'a foncé? Et on sent que cette personne qui est aussi articulée, aussi vivante, et qui emploie des termes tellement justes, tellement exacts, cette personne peut dire exactement la même chose sur le champ en disant « il fonce », etc. Donc là, on sait qu'on n'est pas dans le même créole. Je parle de la personne qui n'arrive pas et qui lutte et qui voudrait. Et c'est cette lutte aussi que j'ai observée dans beaucoup de choses, et je ne veux pas dire bien ou mal, parce que, in fine, comme je dis, ce garçon de 32 ans, il n'a pas arrêté. Il s'est inscrit quand même en formation pour décrocher son master. Et là, ce qu'il s'est dit, je retourne à l'Institut. Je vais à l'Institut français pour apprendre le français. Donc, est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Dans le cas de ce jeune homme, on va dire, ben oui, il sait écrire, il a pu faire ses études, il a pu faire, mais il doit encore lutter. Il doit encore lutter. Donc, moi, je ne suis pas politicienne. Je ne fais pas de la politique et je n'ai aucune intention de faire de la politique. Je fais un constat et je me rends compte que l'éducation aussi
souffrent. Et c'est une lutte, et cette lutte pour apprendre, cette lutte pour être éduqué, etc., on le sent et on le vit. Mais j'aurais dit, il y a un côté quand même, il y a un côté attendrissant dans cette lutte. Ça fait bizarre, parce qu'on sent des enfants. J'étais avec les gens de cette mission, on a été visiter une petite école que l'association dont je préside aide. Et ces enfants qui faisaient un petit discours pour nous remercier, et les gens de la mission en pleuraient. Et une des femmes disait, mais non, c'est pas possible, des enfants n'ont pas à remercier pour l'éducation. En créole ou en français? Non, elle l'avait dit en français, c'est quelqu'un qui parlait français. Mais les enfants ont fait le discours qui je pense qui a été écrit en français. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est encore une fois, c'est ce qui m'a donné cette idée de lutte. C'est ce qui m'a donné cette idée de lutte, parce que ces enfants, pour cette délégation, c'est qu'ils disaient, mais un enfant ne pense pas à remercier pour l'éducation. Mais avant de finir, pour parler de cette éducation, on sait que Haïti figure encore parmi les pays les moins développés, parmi les pays qui ont un taux d'analphabétisme très très élevé, 75-80%. Et quand on regarde partout où on va, mais dans les petits villages, etc., le matin, on voit un frémissement d'enfants qui sortent de partout, qu'on soit à Port-au-Prince ou en province ou ailleurs. Et là, on voit ces enfants, quel que soit l'âge, avec des uniformes bien escampés, les cheveux bien coiffés, le petit chemisier blanc, mais très très blanc. Quelquefois, on se demande, mais où est-ce qu'ils ont gardé ces uniformes propres, avec une blancheur et pour terminer, pour conclure, Gracieuse, quel est l'origine de cette lutte permanente? Qu'est-ce qui motive vraiment? Au fait, on n'aura pas le temps d'aborder tout ça. J'aurais pu aborder aussi l'aspect lutte haïtien en Haïti et haïtien venant de la diaspora, pour montrer que quand on arrive en Haïti également, qu'on soit de la diaspora, on rentre dans la lutte. La lutte, c'est, est-ce que j'amène quelque chose de nouveau, ou est-ce qu'au contraire je reste avec ce qui se fait d'habitude en Haïti. Et on est sans cesse confronté à ce tiraillement. Donc voilà ce que je voulais dire. Mais pour finir, je dois dire que cette lutte quand même force les gens à être résistants. Nous reviendrons. On reviendra, mais c'est une lutte où les gens deviennent résistants, pas seulement résistants en termes deviennent durs, etc. Il y a cet aspect-là, mais il y a eu également une forme de résilience que je trouve qu'on n'exploite pas suffisamment, parce qu'on reste et on s'apitoie. Et comme je l'avais dit la dernière fois sur la chronique de Jacques Nézy, et des fois on est dans cette lutte entre est-ce que j'accepte l'aide internationale ou est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on accepte l'empathie ou est-ce qu'on n'en veut pas? Est-ce qu'on accepte que l'extérieur nous aide ou est-ce qu'on est autonome? On est tout le temps dans cette lutte. Nous reviendrons la prochaine fois sur en troisième partie sur la résistance de cette lutte. Voilà, donc j'ai été très heureuse de participer, d'apporter cet éclairage et aussi d'essayer de vous faire vivre l'expérience que j'ai eue. Merci, Gracieuse. Au revoir.